Pourriez-vous décrire la communauté musulmane Ahmadiyya pour nos auditeurs non musulmans? La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée en 1889 en accord aux prophéties faites par le fondateur de l'islam. Il avait prophétisé au cours du XIVe siècle, le Messie et le Mahdi viendra, le Mahdi qui est le guide, le Messie et le Mahdi qui va réunir les musulmans et cette personne va aussi prêcher les véritables enseignements de l'islam aux non-musulmans. Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, n'est pas le seul à avoir fait cette prophétie. Tous les prophètes du passé ont fait la même prophétie, à savoir que durant les derniers temps, quelqu'un viendra pour unir l'humanité. Cette personne aura pour tâche de les conscientiser quant à leur devoir envers leur Créateur et leur devoir envers leurs congénères. Nous croyons que cette personne est venue en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Il a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya. Voilà en somme la différence fondamentale qui nous distingue des autres musulmans. Les autres musulmans croient que cette personne n'est pas encore venue. Pouvez-vous nous expliquer le califat? Les musulmans Ahmadis vivent sous l'autorité d'un califat apolitique. Ceci a été prophétisé par le saint prophète de l'islam, à savoir qu'après le décès du Messie et du Mahdi, il sera succédé par le califat, et nous croyons qu'après le décès du Messie et du Mahdi en 1908, le vrai califat a débuté, califat qui a été prophétisé par le saint prophète de l'islam. Et je suis le 5e calife du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cela n'était pas uniquement le souhait du fondateur de la communauté, mais cela était en accord à la prophétie faite par le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le califat devait perdurer car après le décès du fondateur de la communauté Ahmadiyya, le Messie et le Mahdi, le califat avait pour but de pérenniser l'œuvre lancée par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette tâche, cette œuvre, était de prêcher les véritables enseignements de l'islam. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un point central de la croyance Ahmadi est la paix, le bien-être de l'humanité, ainsi que la loyauté à sa nation. Pour nombre de gens qui nous écoutent, le califat sera synonyme de violence. Les enseignements du Coran, je peux vous les montrer. Les préceptes du Coran, en un mot, est que l'homme doit croire en un Dieu qui est omnipotent et il doit respecter ces préceptes qui ont été transmis par le truchement du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et nous croyons que le Saint-Coran contient tous les enseignements qui rapprochent l'homme de son Créateur. Deuxièmement, le point que nous voyons dans le Saint-Coran est que le vrai croyant doit s'acquitter de ses devoirs envers ses congénères, tout comme je l'ai dit auparavant. Ainsi, il y a deux préceptes principaux. Et il serait tout à fait erroné de suggérer que le califat doit avoir recours à la violence ou à des actions militantes. Le califat doit continuer la tâche confiée par Dieu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les tâches qui ont été consignées dans le Saint-Coran,
à savoir de rapprocher l'humanité de son Créateur et de servir l'humanité au mieux de ses aptitudes. Que croyez-vous est la source de cet extrémisme, de cette violence que nous sommes en train de voir, surtout dans le cas de l'État islamique ou de Daesh? Nous sommes en train de vivre à l'époque de l'avènement de celui qui a été promis dans les prophéties. Et quand les autres musulmans constatent que celui qui a été promis n'est pas encore venu, eh bien, ces soi-disant érudits, ces soi-disant leaders musulmans qui ont leurs propres ambitions, tentent de réunir ces personnes qui ressentent ces frustrations et tentent de les utiliser à leur fin. Croyez-vous que toute cette violence perpétrée par l'État islamique est le résultat d'un malentendu des préceptes de l'islam? Oui, voilà mon point de vue. L'époque de l'avènement de la personne promise est bel et bien là. Et si ces musulmans avaient cru en lui, si ces musulmans avaient cru en cette personne qui a été envoyée par Allah, ils ne se seraient pas comportés de la sorte. C'est la frustration qui est la cause de tous ces malheurs. Et ces soi-disant érudits, ces soi-disant leaders sont en train d'exploiter ces personnes qui sont au comble de la frustration. Ils sont en train de les exploiter à des fins néfastes, bien entendu. Vous savez que ici au Royaume-Uni, certains musulmans étaient préoccupés et outrés par une lettre envoyée par un ministre leur demandant de faire plus et que les mosquées doivent faire davantage pour combattre l'extrémisme. Je ne pense pas qu'un musulman sincère et doué de bon sens va réagir de la sorte. Il n'y a rien de mal dans cette lettre. C'était un message réclamant aux imams et aux leaders de mieux guider leur communauté et d'entreprendre des actions concertées afin de mieux guider leur communauté, de les mener sur le droit chemin. Il n'y a pour moi rien de condamnable dans cette lettre. D'où vient cette colère? Le leadership des musulmans manque de direction. Je pense qu'ils croient que si l'État s'ingère sur leurs actions, eh bien l'État pourra faire un pas de plus et s'immiscer davantage dans les affaires ayant trait à leur religion. Mais je pense que c'est là un malentendu de leur part. C'est là une interprétation erronée de leur part. La communauté Ahmadiyya est persécutée dans certains pays. Quand les bureaux du journal Charlie Hebdo ont été attaqués à Paris, 10 jours auparavant, 2 semaines auparavant, quels ont été vos sentiments, vos pensées concernant cette attaque et les motifs derrière cette attaque? Il n'y a pas de raison valable à ces attaques. Ils ont lancé cette attaque suite à une action de Charlie Hebdo, action commise 2 ou 3 ans auparavant. Ils ont tenté de se venger après 3 ans. Et au lieu d'éteindre ce feu, ils ont tenté de l'attiser davantage en lançant cette attaque. C'était là absurde. On dit que ce journal était tiré à 60 000 exemplaires auparavant et maintenant il tire à plus de 5 millions d'exemplaires. Ainsi, ils ont échoué. Non seulement ont-ils échoué, mais ils ont attisé la haine contre le saint prophète de l'islam et ils sont partie prenante dans cette affaire. C'était là absurde et ils n'ont pas réussi. Cette semaine-ci, nous avons vu qu'un jeune avocat musulman a demandé aux autres musulmans
d'attaquer les intérêts occidentaux. Ce jeune musulman a dit que la politique externe de l'Occident est la cause de cet extrémisme. Qu'avez-vous à dire à ce jeune musulman? Nous avons au sein de notre communauté un organisme qui s'occupe des jeunes. Et si vous posez cette question aux jeunes musulmans Ahmadis, ils ne vont pas vous offrir cette réponse. Le pays où vous vivez est votre patrie. Et selon les propos du saint prophète de l'islam, aimer sa patrie fait partie de la foi. Ainsi, nous ne pouvons dire que vous devez faire ceci ou cela. Si la politique n'est pas appropriée selon vous, eh bien, vous devez avoir recours au processus démocratique. Vous devez mettre de l'avant votre point de vue à travers vos parlementaires, à travers vos hommes politiques. Vous avez rencontré des ministres ici et ailleurs. Croyez-vous que nous comprenons ce qu'est l'extrémisme? Vous pouvez comprendre l'extrémisme jusqu'à un certain point, mais vous ne pouvez pas le comprendre entièrement. Si vous l'aviez compris, eh bien, les actions que vous entreprenez contre l'extrémisme seraient tout autres. On disait que les États-Unis allaient envoyer 400 soldats pour entraîner les rebelles en Syrie. Et vous avez déjà fait l'expérience que l'État islamique ou Daesh est composé de ces mêmes rebelles. Nombre de ces rebelles ont rejoint l'État islamique et ils sont en train de mettre en danger le monde entier. Il est fort possible que ces mêmes membres de l'État islamique vont rejoindre de nouveau les rebelles pour recevoir un entraînement encore meilleur, pour retourner afin de vous combattre. Ainsi, il faut adopter des politiques qui soient sensées. Pouvez-vous me décrire certaines de ces politiques? J'en ai parlé en détail lors de mon dernier discours dans le cadre du symposium sur la paix. J'ai demandé, par exemple, d'où viennent leurs financements. Quelles sont les sources de leur financement? D'où viennent leurs armes? Comment sont-ils en train de vendre leur pétrole? Si vous placez des sanctions sur certains États, ils ne peuvent même pas vendre leur pétrole. Mais l'État islamique ou Daesh arrive à vendre son pétrole. D'où viennent leurs armes? Ils doivent certainement avoir une ligne de ravitaillement. Pourquoi ne pouvez-vous pas couper cette ligne de ravitaillement? Vous désirez peut-être d'autres types de réactions à la place de l'action militaire. Vous devez utiliser les États avoisinants qui sont prêts à aider, qui sont prêts à vous aider et qui sont prêts à arrêter toute cette absurdité et qui sont prêts à détruire les activités de l'État islamique. Je pense que si vous entraînez les armées des pays avoisinants, si vous leur fournissez des armes et si vous les soutenez militairement, eh bien la situation sera encore meilleure. Mais quel pays? Je sais que nous parlons ici de stratégie militaire. Je ne sais pas, vous avez le ministère de l'Extérieur, vous avez votre ministère de la Défense, vous avez d'autres bureaux. Ils savent comment remédier à cette situation. Nous sommes en train de voir toute cette violence. On énonce des propos qui prônent l'extrémisme. On parle de tuer les autres. Croyez-vous que les conversations comme celle-ci que nous avons aujourd'hui se font entendre dans le monde? Je ne crois pas que le monde est en train de recevoir le message qu'il faut.
Quand 10 personnes se joignent à l'État islamique, eh bien, on fait beaucoup de bruit à ce sujet, comme le fait que les musulmans se joignent à l'État islamique. Et quand des musulmans doués de bon sens, quand de vrais musulmans s'évertuent à établir la paix, eh bien, ces musulmans, leur action ne reçoit pas la couverture qu'il faut. Nous sommes quant à nous en train de mener ces actions. Ainsi, ce sont les médias qui doivent jouer leur rôle. Si les médias sont assez honnêtes, les médias sont honnêtes, mais je dis que si les médias sont assez honnêtes, eh bien, la situation sera tout autre. Que s'est-il passé lors de la période trouble en Irlande? Les médias ont décidé tous ensemble de n'offrir aucune couverture médiatique aux terroristes et à leurs actions. Et personne ne savait ce qui se passait en Irlande à cette époque. Si les médias jouent un rôle sensé, et au lieu d'attiser ces controverses au relent haineux, si les médias faisaient comprendre aux autres le vrai message de l'islam et l'effort accompli par les vrais musulmans, à l'instar de la communauté musulmane ahmadiyya, eh bien, les gens seront capables de faire justice et de distinguer le bien du mal. Pour l'instant, ils sont en train d'entendre une version de l'histoire et ils pensent que l'action de 3 ou 4 personnes représente l'action d'1,5 milliard de musulmans. Il y a des messages très forts de la part de nos leaders, c'est bien que nous l'entendons de votre part, mais il y a des messages très forts de la part de nos leaders politiques qui disent que l'extrémisme et l'État islamique ne représentent pas l'islam. Ils le font presque toutes les semaines, certes, mais leur message ne reçoit pas le même accueil que les messages négatifs. Pour ces non-musulmans qui vous écoutent aujourd'hui, qui accueilleront très bien vos propos prônant la paix et qui vont accueillir tout ce qu'ils pourront apprendre de la communauté ahmadiyya, mais ils vont aussi vouloir le droit d'offenser. Ils voudront aussi le droit que Charlie Hebdo puisse publier ses caricatures après ces attentats. Ils désireront qu'il y ait une certaine liberté sur les rues et dans les journaux du Royaume-Uni. Que direz-vous à ceux qui penseront peut-être que vous êtes en train de leur dire qu'ils ne peuvent pas faire tout cela? Quelqu'un a écrit que le droit d'offenser ne signifie pas d'offenser ses droits. Nous avons besoin de paix et d'harmonie. Si on accepte pareille action, si les médias ou d'autres entités de la société attisent pareille action, eh bien on ne pourra pas établir la paix dans le monde. Toute personne, toute entité, tous les médias doivent comprendre leurs responsabilités. Ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent calmer les gens et ils doivent aussi donner de bonnes nouvelles aux gens, au lieu de les inciter davantage. Peut-être que je me trompe ici, mais croyez-vous qu'on se focalise trop sur les droits politiques et pas assez sur le respect mutuel? Il est évident pour moi que le respect mutuel est au cœur de vos croyances, des croyances de votre religion. Le respect mutuel est très important, oui. Quelle est la différence entre le droit politique et le respect mutuel? Selon moi, quelqu'un peut affirmer que c'est mon droit politique que de parler comme je le désire, de parler à ma manière. Dans ce cas, vous aurez le droit politique, mais blesser les sentiments d'autrui, taquiner autrui, croyez-vous que c'est cela votre droit politique? D'aucuns diront que c'est le cas. Non, cela ne l'est pas.
votre droit civil, votre droit politique, et que vous pouvez bouger votre bâton tant que vous avez l'espace pour le faire. Mais votre liberté s'arrête là où commence le nez de l'autre. Et c'est là que débute le droit de cette personne qui sera touchée par votre bâton. Ainsi, on doit toujours prendre en considération l'autre. Si vous respectez l'autre, tout en usant de vos droits politiques, vous pourrez créer la paix dans la société. Voilà ce que je comprends de l'islam. L'islam souligne davantage vos devoirs envers autrui. Vous devez respecter l'autre au lieu de vous contenter de réclamer vos droits. Si vous vous contentez de réclamer vos droits, si vous faites plus pour réclamer vos droits, eh bien, il se peut que vous priviez autrui de ses droits. Pour terminer, êtes-vous inquiet à propos de la montée de l'extrémisme, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde? Tant qu'existeront ces organisations, eh bien, la peur de l'extrémisme perdurera partout, non seulement ici au Royaume-Uni, mais aussi en Europe et en Asie. Même au Pakistan, nous faisons face à l'extrémisme. La loi au Pakistan a légalisé notre persécution au Pakistan. Cette loi permet aux extrémismes de traiter les Ahmadis comme ils le désirent. Ainsi, de temps en temps, nous constatons que des Ahmadis sont tués. Les talibans sont responsables de ces actions. Les tribunaux militaires et antiterroristes ont rendu leur verdict récemment contre ces deux terroristes qui ont été attrapés par les Ahmadis, deux terroristes qui ont lancé leur attaque en 2010 contre une de nos mosquées. L'un de ces deux terroristes a été condamné à mort et l'autre a été condamné à perpétuité. Mais ce n'est pas la fin. Nous savons qu'il y a d'autres menaces contre les Ahmadis, car les organisations qui soutiennent ces terroristes vont tenter d'autres attaques contre les Ahmadis. Ainsi, cette décision n'est pas en notre faveur. Au contraire, cela est pour nous encore plus alarmant. Croyez-vous qu'ici, au Royaume-Uni, nous comprenons ce qu'est l'extrémisme islamiste? Ou sommes-nous en train de le sous-estimer? Je pense que vous êtes en train de sous-estimer l'extrémisme. Vous devez faire davantage. Vous vous êtes concentré sur les Juifs à présent. Mais ils peuvent aussi attaquer n'importe qui, n'importe où, n'importe quel appareil de l'État. Après l'attaque en France, croyez-vous que seuls les Juifs qui sont en danger? Non. N'importe quoi peut se passer, n'importe où. Vous dites que nous sommes en train de sous-estimer l'extrémisme. Que croyez-vous que l'on peut faire ici, dans ce pays, pour que l'on puisse améliorer la situation? Vos policiers doivent avoir encore plus de pouvoir. Qu'est-ce qu'un policier pourra-t-il faire avec un bâton quand son adversaire a une arme semi-automatique? Son assaillant va le tuer. Ainsi, la vie de vos policiers sont maintenant en danger.
Nous avons des policiers qui sont armés, mais pas tous les policiers sont armés. Croyez-vous que tous les policiers doivent être armés? Au Canada et aux États-Unis, les policiers doivent avoir les pouvoirs nécessaires. Ils doivent avoir les pouvoirs nécessaires quand ils voient quelqu'un de suspect. On ne doit pas voir la même chose que nous avons vu aux États-Unis quand les policiers ont tué un adolescent sans aucune raison. Mais les policiers doivent avoir quelque chose pour se protéger. Si on leur tire dessus, si un policier a été tué, eh bien, son collègue pourra riposter pour circonscrire le danger. Voulez-vous qu'on se focalise davantage sur les œuvres en faveur de la paix accomplies par les musulmans? Oui, c'est vrai, mais les sermons prononcés dans toutes les mosquées doivent être suivis de près. Il ne doit pas y avoir des prêches qui incitent à la haine dans les mosquées. Comment faire cela? Est-ce qu'on va mettre des espions dans toutes les mosquées? L'État est en train de le faire. Le ministère de l'Intérieur a ces informations. Si l'État est en train de prendre des mesures pour préserver l'ordre public, eh bien, ce ne sera pas là de l'espionnage. Vous pouvez condamner la politique de l'État, mais déclarer que nous devons détruire ce pays, que nous devons détruire le Royaume-Uni, cela veut dire que l'on est un ennemi de l'État, on n'est pas un citoyen de ce pays. Est-ce que cela se passe dans les autres mosquées? Je ne sais pas, parce que si je le fais, eh bien ce sera de l'espionnage, mais je lis les journaux en langue ourdou où certains imams qui nous condamnent, et ce sont là autant d'incitations à la haine. Ils peuvent inciter les musulmans à tuer les musulmans ahmadis. Cela peut se passer ici. Est-ce que cela s'est passé ici? À Tooting, ici, une fille appartenant à la communauté a été attaquée par un musulman suite à ces incitations à la haine. Nombre de magasins ont refusé de servir les Ahmadis parce qu'ils savaient que ces personnes étaient des Ahmadis. Ils ne voulaient pas les employer. Ils ne voulaient pas leur vendre leurs produits à ces Ahmadis. Il se peut que je me trompe, mais je pense que d'aucuns croient ici que l'intensité de ces prêches qui incitent à l'extrémisme a diminué dans certaines mosquées. Oui, si jamais il y a des imams qui incitaient à la haine, s'ils le faisaient 3 fois par mois, dans 10 mosquées par exemple, il se peut que maintenant, ils le font un vendredi tous les 2 mois. Mais vous devez aussi surveiller les madrasas. L'État doit savoir ce qu'on y enseigne dans ces madrasas. Ils doivent connaître leur programme. Ils doivent connaître les programmes de ces madrasas. Croyez-vous que ces madrasas sont en train d'enseigner des choses contraires aux valeurs britanniques? Oui, c'est dans les journaux. Mais de même, les autres écoles de l'État doivent aussi prendre d'autres mesures. Hier, j'ai reçu une doléance d'une mère qui s'est plainte que sa fille était partie à l'école et là-bas, une institutrice a montré à la classe une des caricatures danoises, caricature qui a été publiée longtemps auparavant. Et elle a aussi montré les caricatures de Charlie Hebdo. Et il y avait nombre de jeunes filles musulmanes qui étaient présentes dans la classe et qui ont dit à l'institutrice qu'elle ne voulait pas voir ces caricatures. Savez-vous la réponse de l'institutrice? Elle a dit que si vous ne voulez pas voir cela, cela veut tout simplement dire que vous êtes
en faveur des meurtriers de ces caricaturistes. Donc, quel message êtes-vous en train de donner à ces jeunes filles de 10 et 11 ans? Les deux parties doivent faire preuve de bon sens. Et les médias peuvent jouer leur rôle. Je pense que nous sommes en train de le faire. Êtes-vous optimiste? Croyez-vous que l'on pourra résoudre ces difficultés? Je suis toujours optimiste. Nous sommes optimistes. C'est pourquoi nous sommes en train de présenter le vrai message. C'est pourquoi aussi des centaines de milliers de personnes se joignent à nous tous les ans, de parmi les musulmans qui aspirent à la paix et des gens qui appartiennent à d'autres confessions aussi. Merci.